Bonjour, je suis donc Xavier Richaume, je suis coordinateur médical de Calva et le directeur médical du pôle santé mentale de Ramsay Santé. Bienvenue pour cette quatrième séquence de la semaine de webinaire sur la prévention du suicide. Si nous avons fait un état des lieux sur les actes suicidaires en établissement en début de semaine, puis abordé le sujet de la sécurisation des locaux et celui de l'évaluation des besoins, il est temps pour nous d'aborder le sujet de la postvention. Pour cela, peut-être une petite introduction, juste laissez-moi vous raconter une toute petite histoire. Imaginez une petite musique derrière. Le jeune Werther est éperdument amoureux de Charlotte, mais est déjà fiancée à Albert. L'honneur leur dicte de laisser le mariage prévu avoir lieu, mais leur cœur se rebelle et ils découvrent au fil du temps qu'ils ne peuvent se passer de l'un ni de l'autre. Devant cet amour impossible, Werther se suicidera avec les pistolets d'Albert que Charlotte lui aura apportés. Ce roman de Goethe, paru en 1774, ô combien romantique, sera suivi à sa sortie d'une série de suicides de jeunes gens, imitant les gestes désespérés de leurs héros. Ainsi est né l'effet Werther, qui sera décrit comme tel 200 ans plus tard par le sociologue américain David Phillips, qui constate une augmentation significative de suicides chaque fois qu'un fait divers traitant de suicide, justement, fait le gros titre des journaux. Le suicide est donc-il contagieux? N'y a-t-il donc pas plutôt plus de risques à passer sous silence, justement, ce suicide? Quels sont les dispositifs qui permettent d'accompagner les personnes ayant des idées suicidaires? Comment accompagner les soignants qui seront certainement rongés par la culpabilité? Comment tirer des enseignements des actes suicidaires? Nous accueillons aujourd'hui d'abord une table ronde sur les dispositifs de prévention et de postvention. Madame Marie-Noëlle Leplomb, qui est psychologue et qui est coordinatrice régionale du 3114. Elle va nous expliquer ce qu'est le 3114. On accueillera aussi sur cette table ronde le docteur Shiraz Kaber, qui est médecin psychiatre, qui est coordinatrice du dispositif Vigilance pour le Calvados, la Manche et l'Orne. Vous verrez qu'effectivement, il existe deux dispositifs Vigilance en Normandie. Pour ceux qui ne connaissent pas les dispositifs Vigilance, ça va être l'occasion de comprendre ce que c'est ce dispositif. Nous accueillons aussi le docteur Édouard Laune, qui est psychiatre et philosophe et qui est praticien psychiatre au centre hospitalier Le Vinatier, entre autres. Euh, nous, nous, nous donnerons la parole après cette table ronde au docteur Magali Briand, qui est psychiatre aussi et qui est spécialisée dans la prise en charge des soignants. Qui est coprésidente de l'association SPS, Soins pour les professionnels de santé, et qui viendra nous expliquer un petit peu comment on peut accompagner les soignants, justement aussi parce que c'est important aussi d'accompagner les soignants qui sont des secondes victimes. Enfin, on laissera la parole à Véronique Bly, qui est directrice de la clinique Bellallée, qui est particulièrement euh, qui a une expérience particulièrement importante sur l'analyse systémique des actes suicidaires, puisqu'elle accompagne de nombreux établissements justement dans ces analyses qui sont toujours très compliquées. La remise en question est compliquée. Et là, elle viendra nous donner quelques conseils et puis nous présenter des outils. Comme à chaque fois, on gardera un temps de questions et de réponses. Mais tout de suite, écoutez, on va commencer par l'accompagnement des usagers avec donc Marie-Noëlle Leplomb, le docteur Shiraz Kaber et le docteur Édouard Laune. Je vais passer d'abord la parole à Madame Leplomb, où j'ai l'immense privilège d'aller la voir il y a quelques jours. J'ai pu voir effectivement un dispositif particulier, justement de prévention du suicide, qui s'adresse à tout le monde. Mais je vais laisser Marie-Noëlle présenter effectivement ce dispositif. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Marie-Noëlle Leplon, je suis donc la coordinatrice du 3114 du Centre régional de Rouen, puisque je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent très peu ou pas que le 3114 est national. Je suis accompagnée de deux répondants, on ne voit peut-être pas, je ne sais pas si nous, on ne se voit pas, qui sont donc des infirmiers et qui répondent au 3114 et qui pourront, je pense, intervenir au moment des questions. Voilà.
Est-ce que vous pouvez passer la diapo, s'il vous plaît? Merci. Et encore une fois. Hop, juste là, voilà. Je fais juste très vite parce que je pense que ces chiffres, vous les connaissez, mais ils ont leur importance par rapport au dispositif du 31-14. Le suicide en France, c'est 200 000 tentatives de suicide estimées par an. Et je dis volontairement estimé parce qu'on sait que quelqu'un qui va avaler des médicaments et qui se réveillera une journée après et qui ne passera pas par l'hôpital ou qui ne passera pas par un médecin ne sera pas comptabilisé dans ces tentatives de suicide. Et donc, on sait que ce chiffre est, entre guillemets, assez sous-estimé. Une personne sur 20 déclare avoir eu des pensées suicidaires et ce chiffre vient aussi d'une étude, mais qui porte, entre guillemets, pour les 18 ans jusqu'à 70 ans. Or, je pense que ce chiffre-là, on sait aussi que c'est 9 000 morts, entre guillemets, par an, à peu près, et que sur ces 9 000 morts, il y a 3 000 morts, c'est-à-dire un tiers, par suicide, qui ont plus de 70 ans. Ce qui veut dire effectivement que quand je vous dis qu'une personne sur 20 déclare avoir eu des pensées suicidaires et que ça s'arrête à 70 ans, je pense ce chiffre n'est pas complètement bon, si je puis dire. Pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport aux soignants, on peut dire aussi, entre guillemets, qu'un suicide, ça impacte 6 à 14 personnes. Ça expose 130 personnes, mais ça impacte 6 à 14 personnes. Impact, ça veut vraiment dire effectivement qu'il va y avoir un effet derrière, et un effet de souffrance ou de questionnement derrière. Voilà. Est-ce que vous pouvez passer la diapo suivante, s'il vous plaît? Et encore une fois. Voilà. Donc, le numéro 3114, c'est le quatrième pilier de la prévention du suicide, du dispositif. Donc, Shiraz Kader vous parlera tout à l'heure de vigilance. Il y a aussi des formations et il y a aussi ce qu'on appelle Papageno, qui est la manière dont on parle du suicide, et notamment dont les journalistes parlent du suicide. Donc, pour l'instant, nous avons 4 piliers. Il devrait y en avoir un autre, mais nous avons 4 piliers qui portent la prévention du suicide. Nous sommes le petit dernier, hein, le 3114. Donc, c'est le numéro national de prévention du suicide qui a été lancé le 1er octobre 2021 sur toute la France. Vous aurez une carte tout à l'heure qui va vous expliquer. Il est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout en France, y compris dans les DOM-TOM. Pour l'instant, les seules régions qui n'ont pas déployé, c'est entre guillemets c'est Tahiti, c'est la Nouvelle-Calédonie et ils sont en train de le mettre en Guyane, mais c'est un petit peu compliqué en Guyane, mais ça s'est mis dans tous les autres dom-toms. Elle est confidentielle et gratuite, elle n'est pas anonyme, c'est-à-dire que quand les gens appellent, on a leur numéro qui s'inscrit. Ça a une importance puisque, si j'ai le temps, j'expliquerai aussi que ce numéro permet à un moment pour des gens qui ne souhaitent pas forcément nous dire où est-ce qu'ils sont, mais qui sont passés à l'acte, de pouvoir à un moment les géolocaliser et de pouvoir retrouver où est-ce qu'ils sont et d'envoyer des secours. Elle permet donc de répondre aux besoins immédiats des personnes en recherche d'aide. Donc, quand on appelle, il est pris en charge et automatiquement redirigé vers le centre répondant 3114 de la région dont il provient. Si le centre a des lignes libres, ça veut dire que si quelqu'un m'appelle de Caen, ça sera nous qui prendrons. Si nos 2 lignes sont occupées, je vais vous montrer un petit peu après, il sera redirigé vers un autre centre 3114. Merci beaucoup. Là, vous avez la carte opérationnelle du 3114. Donc, comme vous pouvez le voir, chaque région, excepté à un moment où on a séparé une région, chaque région, entre guillemets, a un 3114. Ça, c'est la carte de gauche qui montre, entre guillemets, nos activités de 9h à 21h. À partir de 21h jusqu'à 9h du matin, vous tombez sur, si je puis dire, la carte de droite, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, il y a 324 sur 24, Lille, Brest et Montpellier. En fonction de la couleur, si je puis dire, on est redirigé. La nuit, on est redirigé vers Brest. À Paris, ils sont redirigés vers Lille. Et par exemple, à Lyon, ils sont redirigés vers Montpellier. Les dom-toms sont redirigés vers Montpellier. Et donc voilà. Si par contre, comme je vous le disais, nous sommes occupés, c'est en fait un autre centre dans la couleur rouge qui va prendre l'appel d'urgence. Voilà. Pouvez-vous passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Nos missions, ça va être d'écouter, c'est-à-dire dans un premier temps de prendre son temps, de se présenter, d'essayer effectivement d'avoir au moins une présentation succincte de la personne, ne serait-ce que dans son identité et parfois dans son adresse, parce que si on a besoin à un moment soit de l'orienter, soit je reviens sur envoyer des secours, et ben, plus on connaît l'adresse, mieux c'est.
On évalue son niveau de souffrance, c'est-à-dire qu'effectivement, on fait ce qu'on appelle le RUD et on évalue le risque d'urgence et la dangerosité. On intervient. Alors, on peut intervenir d'une manière avec une orientation, c'est-à-dire qu'effectivement, on va à ce que nous, on appelle désescalader la crise, écouter la personne, écouter la souffrance, pouvoir avec la personne identifier sa souffrance, parfois lui faire comprendre que c'est pas toute sa vie qui est catastrophique et douloureuse, mais que ce sont des sujets de souffrance et que cela, on peut, entre guillemets, les résoudre autrement que par des idées suicidaires ou autrement surtout que par un suicide. On va l'orienter vers les acteurs de territoire avec une prise en charge adaptée aux situations. Quelqu'un qui a le moyen, on va l'envoyer vers les urgences psy. Quelqu'un qui a, j'allais dire, un, un, une évaluation moyenne, on va plutôt l'envoyer vers un CNP ou vers une prise en charge assez rapide. Et puis quelqu'un qui n'en est pas là, si je puis dire, qui est au début de la crise suicidaire, on va le renvoyer vers son médecin traitant ou d'autres services, services sociaux, etc. Sachant effectivement qu'en règle générale, pour la plupart du temps, notamment quand il s'agit de CNP ou quand il s'agit d'urgence psy, quand on envoie quelqu'un, on appelle ensuite, quand la personne part, on appelle le service pour que le service soit au courant et que pour la personne soit, entre guillemets, peut-être mieux accueillie, si je puis dire. On s'assure surtout que la personne n'est pas en situation de danger et si c'est le cas, on met en place les mesures pour effectivement la protéger, ce qui va d'un envoi de SAMU, d'un envoi de pompiers, jusqu'à parfois, comme je vous l'ai dit, la géolocalisation et parfois l'envoi aussi de la gendarmerie quand on sent que par exemple la personne a une arme, etc. Et puis on informe ce que je fais là, c'est-à-dire qu'on informe sur la prévention du suicide et sur les outils de la prévention du suicide. Pouvez-vous passer à la diapo? Voilà. La force du 31-14, c'est qu'on n'est pas là que pour les gens qui souffrent. On est là aussi pour les gens qui s'inquiètent. C'est parce que nous, on appelle un tiers. Je suis inquiet pour mon collègue de travail. J'appelle. Il a eu un propos qui m'a inquiété. J'appelle pour savoir ce que je peux faire ou comment je peux lui en parler ou qui va pouvoir lui en parler. Je gère aussi, enfin, le 31-14, pardon, gère aussi les endeuillés par suicide, hein, parce que effectivement, mais ça, je pense que Eduardo en parlera beaucoup mieux que moi. Le deuil après un suicide est un deuil particulier et qu'il faut qu'il soit bien pris en charge. Et puis, on gère les professionnels qui peuvent avoir une question, c'est-à-dire un infirmier, un psychologue de ville, une assistante sociale, un enseignant, une infirmière scolaire, etc. Parce que là encore, ils sont inquiets pour quelqu'un. Voilà, ce que je ne dois pas dit dans les diapos, c'est qu'on est ouvert, entre guillemets, on répond aux gens à partir du moment où ils savent se servir d'un téléphone jusqu'au moment où ils savent encore s'en servir. C'est-à-dire qu'à Rouen, le plus jeune qu'on a pu, la jeune fille qui était la plus jeune avait 9 ans et le plus vieux avait 96 ans. Voilà, il n'y a pas de souci de, entre guillemets, d'âge. Et je le dis parce que je pense que c'est important de le préciser. Les jeunes, depuis à peu près un an, se sont bien emparés du 31-14, même si ça a été difficile au départ, ils s'en sont bien emparés. Et moi, je suis très étonnée des idées suicidaires et parfois de la limite du passage à l'acte chez des enfants. Et je dis bien volontairement des enfants. C'est-à-dire que la jeune fille qui nous a appelés, qui avait des idées suicidaires à 9 ans, avait le moyen et savait comment elle allait le faire dans les minutes qui venaient. Voilà, je vais essayer de revenir un petit peu plus gai. En France, pour l'instant, c'est à peu près 200 000 appels reçus par an, avec à un moment une moyenne, on va dire comme ça, de 750 appels pour toute la France. À Rouen, on est beaucoup plus modeste. On a 1480 appels à Rouen, donc pour la Normandie, en mois. Et on fait ce qu'on appelle les appels sortants, c'est-à-dire qu'on peut rappeler, entre guillemets, comme on vous l'a dit, un service, on peut rappeler effectivement des gens à un moment, des tiers. On essaie de rappeler les tiers quand effectivement j'ai appelé parce que je suis inquiet pour un collègue de travail. On va prendre en charge ce collègue de travail, mais un petit peu plus tard, on va rappeler ce tiers parce que effectivement, on peut supposer qu'il peut y avoir eu au moins une exposition ou au moins peut-être un impact. Voilà. Je pense que je dois avoir presque... Ah non, je n'ai pas terminé en présentant pas mon équipe. Donc, non, il faudrait aussi ça, excusez-moi, il faudrait que vous repassiez les deux diapos. Voilà, le centre de Rouen. Donc, nous, on est ouvert depuis le mois de mars, puisqu'il a fallu qu'on recrute notre équipe. Donc, on est ouvert de 9 h à 21 h. Le centre répondant dispose de 2 lignes qui sont chacune tenues par 2 infirmiers expérimentés en soins psychiatriques et notamment dans l'intervention de la crise suicidaire. Ça, ce sont tous des personnes qui ont été volontaires pour venir au 31-14 et qui ont une expérience professionnelle par rapport au suicide.
On est basé dans les locaux du SAMU et ça a son importance. C'est-à-dire qu'effectivement, ça nous permet de faciliter les interventions de secours en cas de passage à l'acte et puis effectivement parfois d'avoir recours aux moyens, j'allais dire, du SAMU. Voilà, et puis je dois vous présenter aussi l'équipe. Donc on a un médecin responsable à temps partiel. Alors en fait, on a quatre médecins qui répondent dès qu'on a besoin d'eux et qui occupent le poste, on va dire, d'un médecin responsable à temps partiel. On a un cadre de santé à temps partiel qui gère les emplois du temps et puis un certain nombre d'autres choses. On a 16 infirmiers à temps partiel ou à temps plein au 31-14, une assistante sociale et une coordinatrice chargée de réseau qui est la dame qui vous parle. Voilà, on est porté donc par deux établissements, le centre hospitalier du Rouvray. J'insiste, tous les gens qui travaillent au 31-14 sont des infirmiers en soins psychiatriques et donc nous, on dépend du centre hospitalier du Rouvray. Et je mets le CHU puisque on est basé dans les locaux du SAMU. Voilà, je dois avoir terminé. Je pense que j'ai à peu près réussi à tenir le temps. Merci infiniment, effectivement. Bravo. Et Bien. alors que effectivement le sujet est vaste, on y reviendra dans un instant. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement vous êtes beaucoup plus sur la prévention, c'est-à-dire avant l'acte, et vous essayez d'en éviter le plus possible la survenue, mais aussi après l'acte aussi, parce que c'est un dispositif. On en reparlera tout à l'heure avec Magali Brigane, mais c'est vrai que les soignants peuvent aussi vous appeler. Alors parce qu'ils vont pas bien. Déjà, ça c'est géré dans leur vie quotidienne et ils sont comme tout à chacun ils peuvent aussi avoir des idées noires et des idées suicidaires mais aussi après un traumatisme, en tout cas après un suicide dans un établissement. C'est vrai que en tout cas, à titre personnel, j'ai tendance à donner assez facilement le numéro du 3114 aussi pour pouvoir appeler parce qu'ils auront une écoute attentive sur le sujet. Avec des particularités, on viendra parce que le centre de Rouen, j'ai bien compris, avait des particularités par rapport à d'autres 31-14, mais on prendra peut-être le temps d'en parler tout à l'heure. Je laisse la place effectivement à l'équipe de vigilance. Vigilance, c'est après. Ça survient après, mais je ne vais pas tout dévoiler parce que je vais vous laisser plutôt présenter en fait ce qu'est vigilance. C'est le deuxième pilier. En tout cas, c'est un des autres piliers effectivement de la politique de prévention du risque suicidaire. Eh ben, je vous remercie. Bonjour, donc je suis le docteur Cabert, je suis médecin psychiatre et coordinatrice du dispositif Vigilance basé sur Pont-Orsan, mais qui couvre le Calvados, la Manche et l'Orne, comme vous l'avez bien présenté. Je vous remercie à tous d'être aussi présents et je vous remercie à vous, particulièrement les organisateurs, parce que je pense que c'est un défi d'organiser du coup et d'avoir autant de monde. Donc, merci beaucoup. Et je suis très contente de le partager avec Marie-Noël. On commence à s'habituer. Et puis pour une première fois avec Édouard. Donc, ça me fait plaisir. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans la présentation sur lesquelles je ne vais pas revenir parce que c'était plutôt volontaire de les laisser comme ça, c'est à disposition de ceux qui veulent faire de la lecture ultérieurement. Donc toute la première partie qui concerne l'épidémio, mais c'est surtout un focus sur les chiffres épidémiologiques du suicide sur la Normandie. Donc je pense que c'est important, mais de le savoir. Mais moi, ce que je voudrais du coup, ce qui a surtout un lien avec vigilance aujourd'hui, c'est de retenir que 75% des réitérations, donc de la récidive suicidaire, quand elles vont survenir sur cette période de 6 mois, ce qui expliquera après pourquoi nous, on veille sur les personnes pendant 6 mois et que un passage à l'acte suicidaire, ce n'est pas anodin. Un passage à l'acte suicidaire, à partir du moment où une personne passe à l'acte suicidaire, malheureusement, cela multiplie par 20 le risque de réitération sur l'année qui suit le geste suicidaire. C'est juste pour faire une introduction sur ce qui est vigilance. Et je pense que sur ce temps, le plus important, c'est comprendre nos missions, qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fait en réalité. Donc, pour résumer un peu les choses, on arrivera du coup sur la présentation. On peut passer encore, s'il vous plaît. Et dans tous les cas, bon, je parle au fur et à mesure, c'est bien de parler, on est des psychiatres, donc du coup, ça vous parle, j'imagine. Donc du coup, nous sommes un dispositif de veille post-hospitalière. Quand on dit dispositif de veille, c'est dans le sens où on ne soigne pas la personne, du moins le soin qui est classiquement défini. On est plutôt là pour veiller sur ces personnes qui sont dans une période de vulnérabilité
et qui malheureusement sont déjà passés à l'acte. Donc à la différence du 31-14, on est un dispositif qui fait de la prévention ciblée. Donc on va cibler les personnes qui ont déjà eu un passage à l'acte. Nous, on intervient à partir du moment où il y a déjà eu un passage à l'acte. Et on intervient par des contacts téléphoniques qui sont organisés en fonction de certaines informations qui nous sont transmises par le service qui a accompagné la personne pendant cette crise suicidaire. On intervient par des contacts téléphoniques, mais aussi par l'envoi de cartes postales et parfois par l'un et l'autre en même temps. Voilà, donc on est basé, et du moins notre réflexion est basée sur cette clinique de l'inquiétude que vous connaissez probablement et certainement tous. On est en fait là juste pour un objectif simple. On s'inquiète pour une personne, on a du souci et on porte du coup ce souci à cette personne qui, comme je le disais, dans une période vulnérable et que dans cette période de vulnérabilité pourrait passer à l'acte, mais du moins en ce qui nous concerne, nous, Vigilance, est déjà passé à l'acte et qui se retrouve, comme vous le savez, et je pense que vous l'avez déjà évoqué sur les autres jours, qui se retrouve avec un sentiment d'isolement, de solitude qui est renforcé aussi après le passage à l'acte. Donc on est là pour créer du lien avec cette personne-là, mais pas que. On est là pour aussi s'inquiéter pour elle, pour évaluer, pour l'écouter, ce que je disais, Marie-Noël, du coup, pour l'écouter, pour la soutenir, mais aussi pour la reconnecter avec son circuit de soins actuel. Donc on est une chance de plus. On vient en supplément de ce que vous faites et de ce que vous faites très bien d'ailleurs. Et on est là, du coup, surtout pour que la personne ne décroche pas de son soi. Voilà. On peut avancer si vous voulez bien. Donc, du coup, donc on est un autre pilier du plan national de prévention de suicide. Donc, on fait partie du plan de prévention, ce qu'on appelle secondaire, mais du coup, moi, je privilégie le terme du coup de ciblé, parce que vraiment, on a une population particulière et on est vraiment au centre entre la personne, pas forcément le patient, mais la personne et le circuit de soins de proximité qui est déjà du coup organisé. J'espère avoir été claire du coup sur ce que j'ai dit et j'essaye du coup d'enchaîner rapidement. Donc il me reste 5 minutes. Sur les 5 minutes, j'ai juste envie de vous dire que l'objectif principal, c'est d'éviter la réitération suicidaire. Donc, du coup, le but c'est que cette personne qui est passée à l'acte, que ce soit pour la première ou pour la énième fois, ne repasse pas à l'acte, de consolider autour d'elle de telle sorte à ce qu'il y ait du coup le moindre on va dire du coup, pour réduire le risque de réitération. Ça, c'est quelque chose qui a du coup aujourd'hui été prouvé. Vigilance est efficace, son efficacité est indéniable. Il y a des études, du coup, il y a une étude en particulier qui prouve que l'efficacité de vigilance, à partir du moment où une personne bénéficie d'un accompagnement par vigilance, il y a 38% de chances de risque de moins qu'elle repasse à l'acte. Ça, c'est quelque chose, du coup, je vous ai mis quelques extraits sur cet article-là. Vigilance aujourd'hui, en France, il y en a 33. En Normandie, il y en a 2. Donc, à Pont-Orsan pour, on va dire, l'ex-Basse-Normandie et pour l'ex-Haute-Normandie, c'est le centre de Rouen. Donc, on est 2 centres répondants. Nous et Rouen, à peu près, on existe depuis 9 ans, bientôt 10 ans. Dans quelques mois, on va dire du coup 10 ans. On fait partie des premiers dispositifs qui ont vu le jour au niveau national. Donc, du coup, on commence à avoir un recul assez important et un nombre de patients assez important. Euh, Malheureusement, du coup, on fait partie des plus anciens, mais c'est parce que aussi notre région fait partie, du coup, je pense que vous l'avez très bien dit, mais c'est parce que aussi notre région, malheureusement, fait partie de... C'est la deuxième, elle ne fait pas partie, mais du coup, on fait partie du podium des régions en France qui ont le taux de suicidalité le plus élevé, d'où notre présence sur le terrain depuis très très longtemps. Notre objectif, du coup, comme je le disais, c'est d'être au plus près à la fois du patient, mais par ce contact téléphonique, mais aussi des soignants. Donc, du coup, il y a une ligne téléphonique qui est dédiée aux patients. C'est un numéro vert qui est, du coup, encore une fois, confidentiel et que toute personne peut nous contacter à partir du moment où elle est sur le dispositif donc, du coup, de 10h à 18h en ce qui concerne, nous, notre centre est sur donc les jours de la semaine du lundi au vendredi. On est constitué de 7 vigilanceurs qui sont présents à mi-temps
qui travaillent tous sur le dispositif sur un mi-temps. Donc, c'est des infirmiers et des psychologues, mais du coup, quand on est à vigilance, on est des vigilanceurs. On a tous, du coup, cette casquette de vigilanceurs. On a aussi, du coup, une équipe médicale, secrétariat et tout ça. Je vous épargne, du coup, les détails. On procède d'une manière qui est assez simple. À partir du moment où on reçoit du centre qui a accueilli, du centre de proximité qui a accueilli ce patient, que ce soit les urgences, un CMP, un CMPEA, parce qu'on n'a pas de limite d'âge, encore une fois, comme le 3114. Donc, on reçoit une fiche d'entrée avec un minimum d'informations des patients. Ce formulaire va nous permettre de déclencher une veille, donc du coup d'informer le médecin traitant, d'informer le patient qui va être appelé et de déclencher ce qu'on appelle un algorithme, ce qui veut dire que sur 6 mois, on va rappeler cette personne-là en fonction des infos qu'on reçoit, soit entre le 10e et le 21e jour. Donc on va essayer d'appeler une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. On va parfois rappeler certains à 3 mois. On va appeler systématiquement à 6 mois vers la fin de la veille pour voir comment la personne, du coup, s'est engagée dans le soin. Est-ce qu'il y a des choses à reconsolider? Est-ce qu'il y a des choses, du coup, à remettre en place ou à aider à remettre en place? On peut prolonger cette veille de 6 mois si on est inquiet, comme on peut la clôturer. Et à chaque fois que la personne, on l'a ou on l'a pas, on fait un courrier à tout le circuit de soins de proximité, y compris le médecin traitant et surtout le médecin traitant, j'ai envie de dire. Donc, à chaque fois qu'on a un appel entrant, donc si la personne d'elle-même nous appelle pareil, on va faire du coup un courrier pour informer. On intervient en cas de crise aussi. Bon, on n'est pas le 3114, donc du coup, c'est pas la plus grande part de notre activité, mais donc en situation de crise aussi, on peut interpeller le SAMU et ainsi de suite. On a un message du coup qui rappelle qu'après nos heures d'ouverture, il faut systématiquement faire le relais vers le 3114 ou le SAMU. Donc du coup, il y a un message aussi qui guide les personnes sur les moments où on n'est pas là vers les autres dispositifs de prévention et d'intervention s'il y a besoin. Et c'est une veille qui est, donc c'est un algorithme qui est plutôt planifié, mais il n'y a pas de rigidité en soi. Si on s'inquiète pour la personne, on peut toujours planifier plus d'appels ou du coup envoyer plus de cartes ou du coup s'organiser autrement que de ce que j'ai précédemment dit. Donc aujourd'hui, et si on veut parler de concrètement aujourd'hui, euh, nos chiffres ne font qu'augmenter. C'est aussi une preuve que du coup, il y a une vraie appropriation de la population générale du dispositif, mais aussi des soignants autour. On a dépassé du coup en fin 2024, on a dépassé les 10 000 patients. C'est certes un seuil symbolique, mais c'est quand même un chiffre. Du coup, ça parle aussi, je pense, à beaucoup de personnes. Sur 2024, donc du coup, c'est encore une fois, tous les ans, on a des chiffres qui augmentent. Donc, on a fait près de 1700 entrées sur le dispositif. Donc, on a veillé sur plus de 1700. Du coup, on a fait 1700, mais on a veillé sur plus du coup de 1700 personnes sur le dispositif. On fait un travail de proximité avec tous les circuits de soins de telle sorte à aller les voir, voir comment du coup on peut améliorer le travail avec eux. On fait aussi du coup ce travail où on réfléchit souvent et régulièrement entre des rétex nationaux, interrégionaux, excusez-moi, pour améliorer aussi l'algorithme que je vous expliquais. On est en train de le réfléchir et de le re-réfléchir du coup pour les jeunes, pour les mineurs. Donc, on réfléchit aussi notre manière de veiller sur ces personnes-là. On essaye du coup d'être présent à la plupart des formations qui peuvent être proposées autour du suicide. Et puis, on reste aussi à disposition et on essaye d'adapter au mieux en fonction du circuit de soins et surtout du coup de la personne qu'on a au centre. Tout en restant fixé sur le fait qu'on est là, notre mission principale, c'est de créer du lien, de rompre l'isolement et de questionner, bien sûr, du coup, toute cette partie du risque, de l'urgence et de la dangerosité suicidaire. Je suis à 12 minutes, j'ai essayé de tenir le temps. Je pense qu'on est bon. Euh, Parfaitement bien. Merci, merci beaucoup parce que effectivement là aussi, il y avait beaucoup de choses à dire.
on prendra du temps pour faire un rétex de façon plus large pour présenter vos deux structures parce que ce sont des piliers indispensables. On a plein de questions. Déjà, là, où effectivement, vous avez montré des exemples de cartes postales. C'était une des questions. Est-ce que vous pouviez montrer un exemple de carte postale? Voilà, c'est effectivement, c'est des cartes postales qui, euh, qui donnent envie d'être reçues. Mais effectivement, hein, c'est un peu le but du jeu. Alors, qui donne envie, c'est paradoxal Mais parce je qu'on ne le n'aurait pas souhaite, très on envie. le souhaite pas, du moins. On ne le souhaite pas, bien sûr, mais au moins, ça fait plaisir de les recevoir. Et donc, c'est en ça que je disais que ça donnait envie. Il y avait effectivement des questions. Avant de prendre juste les questions, les quelques questions, il y avait une question qui me taraudait, qui était je suis en EHPAD. Est-ce que je peux appeler Vigilance? Voilà, est-ce que je peux faire appel à Vigilance ou est-ce que je dois passer d'abord par l'hôpital? Mais en admettant que l'hôpital vous connaisse, parce qu'on sait que tous les hôpitaux vous connaissent pas encore. Pour l'EHPAD, du coup, je vais répondre à côté et puis vous répondre. Pour les EHPAD, du coup, notre seule question, en fait, c'est s'il y a un syndrome démentiel ou pas. Merci beaucoup. Voilà. Quand il y a un Ouais, syndrome démentiel, c'est un peu compliqué, mais dans la population générale, toute personne peut nous appeler. Donc, on a d'accord, déjà des appels de personnes qui peuvent être hospitalisées en EHPAD, sauf que du coup, ben, nous, on va, à partir du moment où on a l'information que la personne est hospitalisée en EHPAD, ben, on va plus s'appuyer sur forcément les soignants qui sont autour de la personne. On estime qu'ils sont plus à même à accompagner la personne, mais on répondra. d'accord. Pareil, même question pour le 31-14. Je suis dans l'EHPAD et j'ai un résident où je suis dans un foyer d'accueil médicalisé. J'ai une personne accompagnée qui va pas bien. Je peux appeler le 31-14 pour prendre le relais. Ah, tout à fait. Oui, Vas-y, vas-y. oui. Bonjour, Victor Allais, je suis infirmier du coup, répondant au 31-14 sur le centre de Rouen. En effet, oui, ça nous est déjà arrivé d'avoir des patients d'hospitalisés, enfin, qui sont pardon, en EHPAD et à qui on va faire du coup une évaluation. Après, on va souvent chercher à avoir un relais avec l'équipe soignante qui est déjà sur place parce que voilà, c'est un des avantages pour les gens qui sont déjà en institution, je dirais, c'est qu'ils ne sont pas seuls à la maison. Donc, ça facilite plutôt, c'est plutôt facilitateur en fait comme prise en charge. Voilà, c'est tout à fait possible. Merci, merci beaucoup. On reposera toutes les questions, hein, vous en aviez plein. Il y a plein d'autres questions, on vous les reposera complètement à la fin et d'essayer de les regrouper pour essayer de respecter le temps, parce que je vois Léna qui me fait les gros yeux en me disant et le temps, et le temps. Léna a raison. Je vais tout de suite passer la parole aussi au docteur Édouard Lone. On lui a posé la question effectivement de la postvention, parce que voilà, c'est quoi la postvention finalement? Parce que là, on voit qu'on a des dispositifs qui interviennent. Mais en introduction, je parlais de l'effet Werther et donc de la contagiosité potentielle d'un suicide. Mais bon, essayons justement peut-être un petit peu de clarifier les choses et je laisse la parole justement à Edouard Lone qui a prévu de nous en parler. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je me joins à mes collègues pour remercier les organisateurs pour avoir le plaisir d'intervenir aujourd'hui et puis m'associer voilà, au plaisir d'intervenir après mes collègues. Et donc moi, je suis chef de service du Centre de prévention du suicide à Lyon qui comprend le 31-14, Vigilance et une équipe dédiée à la postvention. Donc je connais bien aussi ces autres dispositifs, mais du coup, je vais vous parler de notre troisième dispositif sur la postvention. Alors, si on peut mettre la diapositive suivante, débuter avec cette diapositive qui peut paraître de premier abord un peu étonnante, ce hashtag Note6, mais je vais vous expliquer d'où ça vient. Alors, on va voir sur la diapositive suivante, voilà, le nombre qui était envisagé de personnes endeuillées pour chaque suicide par Edwin Steinman. Alors, Edwin Steinman, vous ne connaissez sans doute pas, mais c'est l'un des pères fondateurs du premier centre de prévention du suicide aux États-Unis, à Los Angeles, milieu des années 50. Et quand ils ont créé ce premier centre de prévention du suicide, ils ont rapidement vu ce qu'on connaît bien quand on travaille sur le champ, c'est qu'il y a un continuum qui va de la prévention primaire chez les personnes qui ont des idées suicidaires, comme on l'a vu notamment, ça peut être le rôle du 31-14, à une prévention plus secondaire pour les personnes qui ont fait une tentative de suicide, ça va être le travail notamment de vigilance, et puis malheureusement la nécessité de faire après les décès par suicide, parce que ce sont des choses qui arrivent euh, et qu'on voit en suicidologie. Et donc, Edwin Steinman était psychologue et il disait en moyenne, quand on propose des consultations pour les personnes endeuillées pour chaque suicide, on avait en moyenne 6 personnes qui pouvaient être concernées, les parents, les frères et sœurs, etc.
Et ce chiffre de 6 est resté pendant longtemps comme le chiffre qu'on utilisait pour dire un suicide impacte 6 personnes. Alors tout à l'heure, Mme Leplon a dit que c'était un petit peu plus. Je vais même aller encore un peu plus loin. On va le voir sur la diapositive suivante. Lorsqu'on parle en réalité du nombre de personnes impactées pour un suicide, le chiffre qui est donné aujourd'hui actuellement, c'est 135. C'est 135. Alors, ça ne veut pas dire 135 personnes endeuillées, ça veut dire 135 personnes impactées potentiellement, avec des niveaux d'impact qui sont différents, mais ça veut dire que l'après-suicide, il nécessite de s'intéresser, d'essayer de comprendre qui sont ces 135 personnes. Donc là, vous avez les photos de deux personnes, hein, Julie Serrel et Karl Andriessen, qui sont deux spécialistes de la postvention. Karl, il est australien et Julie est américaine. Et c'est eux qui ont fait ces travaux pour montrer ce chiffre de 135 et qui nous ont dit finalement que plus d'une personne sur 5 sera exposée à un suicide au cours de sa vie. Alors, quand on dit exposé à un suicide, ça veut dire suicide, bien sûr, en tant qu'endeuillé par suicide potentiellement, mais aussi suicide d'un ami, d'un collègue, suicide dans le cadre professionnel, on en parlera tout à l'heure. Donc, c'est une exposition qui est bien plus fréquente que ce qu'on imagine, et donc ça veut dire que bien plus de gens sont concernés après chaque suicide. Alors, on va voir sur la diapositive suivante qu'il existe ce qu'on appelle un continuum d'exposition au suicide. C'est-à-dire que ces 135 personnes ne vont pas avoir le même lien, bien sûr, avec la personne, et pas, je le disais tout à l'heure, le même niveau d'impact. Et donc, on va parler notamment de personnes affectées par ce suicide, on va parler d'endeuillés à court terme ou d'endeuillés à long terme. Et il est important de différencier, parce que bien sûr que les dispositifs ne vont pas être les mêmes, les besoins ne vont pas être les mêmes, et qu'il ne s'agit surtout pas de recevoir 135 personnes, par exemple en consultation psychiatrique ou en consultation psychologique, ça n'aurait pas de sens, les besoins ne sont pas forcément là, mais de pouvoir identifier les personnes qui vont avoir des besoins spécifiques en termes de psychotrauma, qui vont être sur des réactions émotionnelles ou sur des réactions en termes de santé mentale ou de troubles psychiatriques. Alors 135, ça veut dire que ça peut être beaucoup de monde, on va le voir sur la diapositive suivante, qui nous montre qui peuvent être dans ce continuum, plus précisément les personnes. Bon, je vais le faire oralement, il n'y a pas de souci. Lorsqu'on parle de personnes exposées au suicide, ce sont toutes les personnes qui peuvent être confrontées à un acte de décès par suicide. Et donc en premier lieu, par exemple, ce seront les premiers secours, les pompiers, les policiers, les gendarmes, les personnels du SAMU qui vont intervenir sur un suicide. Et en fait, il y a un risque d'exposition traumatique, notamment. Ce sont, dans un certain nombre de cas, vous avez déjà évoqué les suicides en établissement, les professionnels du soin, les professionnels du médico-social. Hein, on a à peu près 15% des suicides en France qui ont lieu en institution. Ça veut dire qu'on a là aussi des professionnels qui peuvent être exposés, mais ce sont ensuite, bien sûr, les membres de la famille. Hein, la grande majorité des suicides ont lieu au domicile, donc ce sont des proches qui vont retrouver la personne, mais ça peut être aussi, on a environ 10% des suicides qui ont lieu dans des lieux publics, donc des personnes qui vont trouver des personnes décédées par suicide complètement par hasard, en se promenant dans un parc, en allant dans la forêt, etc., etc. Donc, on a forcément des risques psychotraumatiques, et donc un certain nombre d'entre eux vont être exposés sans être forcément affectés, au sens émotionnel du terme, par exemple, mais alors là, c'est difficile de donner des chiffres, est-ce que c'est 60, 70, 80%, moins, mais on a un certain nombre de gens qui vont être affectés fortement par ce suicide. On verra tout à l'heure que ça dépend d'un certain nombre de facteurs. Et puis plus on se rapproche du cercle de proximité avec la personne, les amis, les collègues, la famille, plus on va rentrer dans des réactions de deuil avec des personnes qu'on appellera plus souvent en deuil à court terme, donc notamment des collègues qui vont peut-être pas avoir un deuil qui va évoluer sur plusieurs années. Ça dépend bien sûr, encore une fois, un collègue avec qui on est amis, ça va avoir un rôle plus important. Et puis les endeuillés à long terme, qui sont vraiment là les très proches, souvent voilà, les amis proches, la famille, et qui, j'utilise un terme qu'utilisent souvent les familles endeuillées par suicide, ont pris entre guillemets perpétuité. Hein. Les endeuillés par suicide le disent beaucoup. C'est un deuil qui vous suit pour toute votre vie, qui a un impact identitaire majeur, qui vous oblige à revoir, qui vous amène en tout cas à revoir complètement votre rapport à la vie, à vous-même, aux autres, etc., etc. Et donc, on va le voir sur la diapositive suivante, très rapidement, on retrouve Edwin Steinman qu'on a évoqué tout à l'heure, ce terme de postvention est apparu, en 69, donc ce n'est pas du tout nouveau, et a été redéfini, on retrouve là aussi Karl Andriessen, comme l'ensemble des activités mises en place pour et par les personnes impactées par un suicide, dans le but de faciliter le rétablissement et de prévenir les effets négatifs, dont les conduites suicidaires. Et cette notion de contagion suicidaire qu'on a évoquée tout à l'heure, eh bien effectivement, on sait que chez les personnes exposé à un suicide, il y a un risque de contagion suicidaire. Quand on dit 135 personnes, c'est une moyenne. Il y a des situations où ça va exposer, affecter une dizaine de personnes et d'autres où on va être à bien plus large échelle. Et si on parle notamment, on parlait tout à l'heure de Werther ou de célébrités, c'est plutôt des millions de personnes qui vont être exposées et des millions de personnes dont un certain nombre vont avoir des vulnérabilités
vis-à-vis des conduites suicidaires, auront déjà eu des idées suicidaires, auront déjà fait des tentatives de suicide ou sont dans une période de crise suicidaire. Et il y a un risque, ce qu'on appelle aujourd'hui d'entraînement suicidaire, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui n'ont pas d'idées suicidaires qui vont se mettre à en avoir, mais des gens qui ont déjà une vulnérabilité au moment présent, qui vont être encore plus entraînés dans leur conduite suicidaire parce que cette exposition va augmenter leur habileté, on va dire leur capacité de passer à l'acte. Donc cette postvention, elle est plus large que la seule prise en charge des personnes endeuillées par suicide, pardon pour la faute à endeuiller. Elle comprend notamment la prévention de la contagion, etc., en fonction de ce continuum d'exposition. Il ne doit pas me rester beaucoup de temps. Donc, accompagnement des personnes endeuillées par suicide, qui est absolument important. Ça me permet de citer cet accompagnement des personnes endeuillées par suicide, la plateforme Espoir, E-S-P-O-I-R, comme le terme, hein, qu'on a créé ici à Lyon. Cette plateforme, c'est un site en ligne, hein, www.espoir-suicide.fr, qui est ouvert en permanence pour toutes les personnes endeuillées par suicide, mais aussi pour les professionnels pour répondre à un certain nombre de besoins et d'attentes des personnes endeuillées par suicide, notamment trouver de l'information sur le suicide et sur le deuil après suicide, trouver des lieux potentiels d'aide et de soutien autour de chez soi. On a une carte interactive, donc si je suis voilà, dans l'Orne, si je suis dans l'Eure, etc., qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Quelles sont les associations? Quels sont les soutiens potentiels? Il y a aussi des témoignages d'autres personnes endeuillées par suicide pour aider à favoriser ce qu'on appelle la communauté d'expérience. Et puis enfin un chat différé sur lequel les personnes peuvent nous écrire. On est une équipe pluridisciplinaire à répondre aux questions potentielles des personnes endeuillées par suicide. On reçoit entre 1 et 2 questions par semaine. Cette semaine, ça a été 2 pour l'instant, on est vendredi. Et on y répond dans un délai de 48 à 72 heures. C'est pour ça que je dis chat différé. On ne répond pas en urgence. Deuxième outil de la postvention, l'intervention sur site, où est survenu un suicide. Je pense que le docteur Brian en dira un petit peu plus tout à l'heure sur l'impact sur les professionnels de santé notamment du suicide, mais lorsqu'un suicide survient dans une équipe de soins psychiatriques, dans une clinique, dans un EHPAD, dans un milieu pénitentiaire, et ben, notre équipe intervient également auprès de l'équipe pour soutenir, accompagner, pour faire face à cet événement qui n'est pas anodin. On sait qu'en moyenne, 10% des professionnels de santé peuvent avoir des réactions vraiment significatives en termes de santé mentale, donc des états de stress post-traumatique, des réactions dépressives ou anxieuses qui vont vraiment nécessiter une aide. Et puis globalement, il y a un besoin pour l'institution d'être aidée dans ce moment difficile. Prévention de la contagion suicidaire dans la communauté, c'est notamment ce que fait le programme Papageno, basé au CHU de Lille. Papageno, c'est vraiment le travail avec les journalistes, le travail d'information, de sensibilisation à la question de la prévention du suicide et à la question de comment parler du suicide. Parce qu'il ne faut pas que ce soit un tabou, mais il ne faut pas aussi en parler n'importe comment. Il faut en parler de manière responsable. Et donc, il y a des recommandations et il y a des outils qui existent pour réussir à bien parler, entre guillemets, du suicide dans la population générale. Et donc, toujours cette articulation entre l'abord collectif et individuel. Il doit me rester quoi? Peut-être 2 minutes? Quelque chose comme ça, même pas? C'est normalement la dernière diapositive, donc ça tombe plutôt bien. Les choses sont bien faites. Alors, un schéma un peu compliqué, mais qui permet de résumer un petit peu en partie ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'il y a un suicide, il y a 135 personnes. Lorsqu'il y a un suicide en institution, il peut y avoir jusqu'à 135 personnes. Et donc, dans ces personnes exposées, on va notamment regarder quel va être le niveau de proximité avec le défunt ou avec le geste suicidaire. Être, par exemple, l'infirmier ou l'infirmière référente de la personne, bah, ce n'est pas tout à fait pareil peut-être que les autres personnes. Être l'aide-soignante ou l'aide-soignant qui a découvert le corps, proximité avec le geste suicidaire, les témoins, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les autres résidents, les autres patients qui ont peut-être été présents au moment de la découverte du corps, qui ont vu ce qui s'est passé, vont aussi avoir des réactions particulières. Et puis, on est dans des environnements où il y a des vulnérabilités, bien sûr chez les patients, les résidents, mais aussi chez les professionnels. La santé mentale est une question qui touche pas uniquement nos patients, patientes et nos résidents, résidentes, ça nous touche aussi. Donc, cette vulnérabilité qu'on ne connaît pas toujours. J'insiste toujours, par exemple, sur la question des stagiaires. On voit souvent que les stagiaires peuvent être très touchés par ces événements parce que ils ont leur vulnérabilité, parce qu'ils sont moins installés dans l'institution, ils connaissent moins les outils d'aide. Et donc, on a régulièrement dans nos interventions de postvention dites collectives des stagiaires qui se retrouvent en difficulté parce qu'aussi leurs antécédents personnels, soit de tentatives de suicide ou de conduite suicidaire ou d'exposition à un suicide ou de deuil par suicide, peut avoir un impact très fort.
Et donc des réactions différentes, je ne vais pas tout dire parce qu'on n'a plus tellement de temps, mais en tout cas, un certain nombre de risques, et notamment un risque auquel on est très attentif, c'est le risque ultérieur de passage à l'acte chez d'autres personnes, hein, cette contagion suicidaire qui existe au niveau sociétal, mais aussi au niveau institutionnel. Et il arrive qu'on ait un suicide dans une institution, et puis un deuxième, ou un passage à l'acte suicidaire par la suite. Et donc, il est absolument important, dans ces cas-là, d'intervenir pour enrayer ce phénomène de contagion suicidaire qui, le plus souvent, va être à l'intérieur du groupe des patients, des patientes ou des résidents, résidentes, mais qui peut aussi, je dirais, basculer de l'un à l'autre. On a déjà eu des phénomènes de contagion suicidaire qui basculent de patients vers des soignants, hein. On l'a observé il y a quelques années sur notre hôpital, et c'est des choses qui sont là aussi tragiques, et donc il y a vraiment un impact, enfin, un intérêt, pardon, très important à être mobilisé sur ces questions de postvention. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. On est 134 participants. J'ai cru qu'on atteindrait les 135. Je vois que ça monte depuis tout à l'heure pour illustrer mon propos, mais on est resté à 134. Donc, Oui. Ah, peut-être qu'on aura quelqu'un qui se décidera. Après, on a 134 connexions et beaucoup plus de participants parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens autour de table. Donc on peut dire qu'on a atteint les 135. voilà, comme ça, ce chiffre de 135 reste dans vos Qui reste, esprits. voilà, exactement. On se permettra de mettre les coordonnées effectivement de la plateforme Espoir, hein, parmi les outils qu'on transmettra la semaine prochaine. Parce qu'effectivement, c'est un point important, vous l'avez souligné, et indispensable de ne pas prendre du tout les tentatives de suicide à la légère, encore moins les suicides. Mais les suicides, ça marque tellement que les professionnels, effectivement, sont plutôt très demandeurs d'avoir un soutien, les, mais aussi les autres résidents, les autres patients aussi d'un service. Ça, c'est indispensable d'avoir ça en tête il faut intervenir. Et aussi les tentatives de suicide, c'est pas que un appel à l'aide. D'abord, c'est pas toujours un appel à l'aide déjà. Et puis voilà. Et puis il faut pas les banaliser. Je sais qu'on peut avoir tendance à les banaliser, ainsi que les gestes d'automutilation. C'est aussi des traumatismes importants. Et ça, merci de l'avoir rappelé. Merci infiniment. On reviendra, il y a pas mal de questions qui sont tombées, mais on va essayer de garder du temps justement pour pouvoir répondre parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont intriquées. Je laisse la parole. Merci beaucoup déjà à ces trois premiers Merci. intervenants. On va revenir ensemble, hein, dans quelques minutes. Je vais laisser la place au docteur Brian qui effectivement vient de nous parler de cet impact sur les soignants et de justement des manières aussi de les prévenir. Merci Xavier, merci pour l'invitation. Donc moi j'ai essayé de traiter ça par cette question de la seconde victime. Bon, je vais déjà commencer par me présenter pour que vous sachiez un petit peu d'où je vous parle. Donc je suis psychiatre et addictologue à Lyon et également, enfin en banlieue lyonnaise, à Écully, dans une clinique où depuis 2018 on a ouvert une unité de soins ambulatoires exclusivement dédiée aux professionnels de la santé. Ça, c'est parti d'un constat. C'est parti du constat au départ, c'était un hôpital de jour de pathologie duel et on a repéré en 2015 qu'on avait énormément de patients soignants et bien souvent dans des situations cliniques très dégradées. Ça, c'est ma première casquette. Xavier, tu m'as aussi annoncé tout à l'heure avec la casquette de SPS. Effectivement, je suis la vice-présidente de l'association SPS, Soins professionnels de la santé, qui est une association alors, qui prend un petit peu d'ampleur là actuellement puisqu'elle s'est beaucoup régionalisée. Au départ, elle était très centralisée sur Paris. C'est une association qui est née également en 2015 du même constat, hein, du professeur Pierre Carayon, qui était lui gastro et addictologue à Besançon et qui a créé cette association. Et cette association a deux actions principales. La première, c'est un numéro vert qui est dédié aux professionnels de la santé avec un réseau d'écoutants professionnels, hein, puisque ce sont tous des psychologues. Il y a une centaine de psychologues qui écoutent. Et derrière, il y a 4 niveaux de régulation, dont des régulations médicales si nécessaire. Et puis, il y a aussi toute la partie prévention, parce que ça me semble être quand même le nerf de la guerre. Toute cette prévention qu'on réalise sous forme de IJAD, c'est-à-dire que ce sont des interventions en distanciel qui ont lieu les mardis et les jeudis, toutes les semaines de l'année, avec des thématiques différentes et qui ont pour objectif de donner des outils de prévention aux soignants. L'association est financée par des fonds publics, hein, c'est la CNAM et les ARS, également par des dons privés.
Voilà, je veux bien la première diapo. Donc moi, j'ai fait le choix de parler du soignant seconde victime. Alors ça fait un petit peu, comment dirais-je, un petit peu interpellant comme terme, mais je pense que c'est important parce que comme c'est un terme qui reste bien, qui accroche, ça reste dans le paysage et ça nous permet quand même de prendre en compte ça. Je vous ai mis... Je vous ai mis un extrait de la première communication qui a été faite sur le sujet par Albert Wu en 2000, donc c'est quand même quelque chose qui est assez ancien. Je l'ai mise parce que je trouvais qu'elle venait parler de tout ce qu'on peut retrouver dans ce concept. Hein, la peur de l'incompétence perçue, la peur des développements juridiques, les craintes pour la santé du patient, qu'est-ce que ma carrière va devenir. Enfin voilà, c'est vraiment toutes les préoccupations qu'on retrouve et qui sont au centre de cette souffrance des soignants aujourd'hui. Je veux bien la diapo suivante. Voilà, on va retenir la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une seconde victime? C'est un soignant impliqué et traumatisé par un événement imprévu et défavorable pour un patient et ou une erreur médicale. Ce n'est pas obligatoirement une erreur médicale, hein, dont il se sent souvent personnellement responsable et qui occasionne un sentiment d'échec et remet en question son expérience clinique et ses compétences fondamentales. À la base, c'est vrai que c'est parti, c'était pas spécifiquement dédié à la thématique du suicide, et par la suite, on a fait rentrer donc le suicide dans cette définition en tant qu'événement indésirable grave lié aux soins. Je veux bien la diapo suivante. Je voulais citer, alors il y a peu de bibliographie, en tout cas en France, il y a un petit peu plus de choses à l'étranger, mais il y a quand même l'Institut universitaire du cancer de Toulouse, hein, l'Oncopole de Toulouse, qui a fait une étude et qui a mis en place un dispositif assez intéressant sur l'accompagnement des secondes victimes. Donc ils ont fait une petite enquête en février 2021 et je trouvais que les chiffres étaient assez interpellants. Ils montraient que 75% des soignants avaient déjà été confrontés à un événement indésirable associé aux soins, que ça induisait chez 50% d'entre eux des doutes quant à leur capacité professionnelle. 70% se sentent malheureux, 80% ont trouvé que ça augmentait leur charge mentale et surtout, ce qui me paraît important, c'est que dans 35% des cas, les professionnels ressentent que les collègues font preuve d'indifférence concernant les impacts de ces événements sur les secondes victimes. Ça, on reviendra tout à l'heure, mais je crois que c'est très intéressant parce que la puissance du collectif dans la prévention me paraît fondamentale. Je veux bien la diapo qui suit. Alors, en psychiatrie, j'ai repris les chiffres de la base de données nationale. 20% des événements indésirables graves liés aux soins sont des tentatives de suicide et des suicides. Et entre 2017 et 2021, on a 795 cas déclarés de suicide en établissement. Donc 70% ont lieu principalement en psychiatrie. Donc, ce qui fait quand même un certain nombre. Je veux bien la diapo suivante. Alors, je disais tout à l'heure, on parle du suicide ici, mais il n'y a pas que le suicide. D'autres spécialités sont aussi très fortement impactées. Je pense notamment à l'anesthésie-réanimation qui travaille sur le sujet depuis un bon moment. Ils ont commencé à publier sur le sujet depuis 2019. Les gynécologues, avec l'impact que ça peut avoir sur la maman et le bébé, les chirurgiens. Et puis, on parle beaucoup dans la bibliographie qu'on retrouve des médecins, mais je crois qu'on ne porte pas assez d'attention aux autres professionnels de santé qui interviennent et qui sont tout aussi impactés, à mon avis, que les médecins. Je veux bien la diapo qui suit. Alors, je voulais citer l'étude que le docteur Lone avait réalisée en 2020 sur l'impact du suicide chez les soignants. Donc, c'est une étude qui s'est faite en ligne, hein, donc 764 répondants. Et là, les chiffres, je ne vais peut-être pas tous les détailler, mais ils parlent d'eux-mêmes, hein. Ils sont quand même, donc on voit que nombre de psychiatres sont exposés au suicide d'un de leurs patients au cours de leur carrière, qu'un certain pourcentage rapporte des syndromes de troubles de stress post-traumatique. Ça peut induire une envie de changer de carrière. Une chose qui me paraît important et qui rejoint toute la bibliographie, tout ce qui se dit autour de la souffrance professionnelle des médecins, les jeunes médecins, là aussi, sont les plus impactés. On le reverra après. Chiffre encore important, 37% n'avaient reçu aucun soutien après l'exposition et 50,4% rapportaient qu'aucune réunion n'avait été réalisée après l'événement. Je trouve que cette étude, elle est importante. C'est quand même une grosse étude qui nous permet de prendre conscience qu'on a encore des choses à proposer.
Je veux bien la diapo suivante, merci. Donc, il semble qu'il y ait vraiment une vulnérabilité particulière chez les jeunes médecins, puisque près de la moitié des internes en psychiatrie sont confrontés au suicide d'un de leurs patients au cours de leur formation. Il semble également que ça survient le plus souvent précocement au cours de la première année d'internat. Il y a peut-être une certaine logique, on le reverra. Ces études sont concordantes avec les études réalisées à l'étranger. Et c'est ce que je disais, il y a une concordance également avec tout ce qu'on connaît sur le burn-out des médecins. On ne s'est pas posé la question, je n'ai pas retrouvé d'éléments, en tout cas français, qui parlent de l'impact sur les autres jeunes professionnels de santé. Je pense que ça mériterait d'être exploré parce qu'à mon avis, on devrait retrouver exactement les mêmes choses. On évoquait tout à l'heure la question des stagiaires. Je crois que c'est des situations professionnelles et académiques, parce que c'est les deux un petit peu en même temps, qui sont particulièrement vulnérabilisantes. Voilà, donc pour expliquer cette vulnérabilité particulière des jeunes médecins, je crois on peut parler du fait que la formation est en cours, elle n'est pas terminée, c'est un début d'exercice. Il y a aussi la question de l'isolement. Parfois, ces jeunes changent d'interrégion pour venir faire leurs études, ils sont un petit peu déracinés, ils n'ont pas la famille qui est là, donc ils n'ont pas cet effet protecteur du soutien social. Il y a également la peur de la stigmatisation qu'on retrouve beaucoup parmi les internes et les externes que l'on peut accueillir. Il y a vraiment une peur pour la poursuite de leur carrière. C'est vraiment la peur d'être stigmatisé et d'être identifié comme le maillon faible de l'équipe qui les retient pour beaucoup de consultés. Il y a aussi l'effet que j'ai appelé l'effet première fois, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'ils sont confrontés à un événement aussi dramatique et donc ils n'ont pas obligatoirement les outils pour pouvoir essayer d'accueillir ça. Donc on retrouve chez les jeunes médecins des symptômes plus élevés de détresse psychologique, une détresse qui semble se maintenir plus longtemps. Voilà, c'est une étude qui était qui était plutôt ancienne, mais je pense que c'est assez intéressant de le noter, probablement parce qu'il n'y a pas le soutien qui pourrait permettre de diminuer la symptomatologie. Donc, je crois que ces éléments peuvent nous aider à nous poser la question de l'accompagnement pendant la formation, de la seniorisation et de l'information autour de ces thématiques, on le reverra. Alors, quels sont les impacts d'un suicide chez les professionnels? Donc, il y a des impacts émotionnels. J'ai mis les émotions. Alors, on voit que pratiquement toutes les émotions on peut ressentir toutes les émotions. J'ai mis ces noms d'émotions parce que dans ma pratique quotidienne, il y a quelque chose qui me paraît vraiment évident à rapporter. C'est que finalement, les soignants qu'on accueille, ne sont pas du tout habitués à nommer leurs émotions. Je voyais encore une dame ce matin qui me faisait remarquer que dans le parcours qu'elle suivait dans l'établissement, on lui apprenait à nommer ses émotions et à les ressentir. Et en fait, c'est pour ça que je l'ai écrit, parce que je pense qu'effectivement, nos soignants ne sont pas du tout habitués à les nommer, ne sont pas du tout habitués à les accueillir, à porter attention à leurs émotions et à leurs réactions. Il peut y avoir également des impacts traumatiques avec la symptomatologie qu'on connaît, les pensées, les images intrusives, l'hypervigilance, l'évitement, et surtout des conséquences sur le comportement professionnel et personnel. C'est-à-dire, je l'ai cité tout à l'heure, mais remise en cause des compétences, voire mise en retrait professionnel et personnel. On n'a plus envie de voir ses amis, on n'a plus envie de voir ses collègues, on ne se sent plus légitime. On n'ose plus aller les voir, donc ce qui nous amène à un isolement social. Et après, on est dans une espèce de cercle vicieux qui vient renforcer les symptomatologies et les émotions. On peut voir également de la consommation de substances, ça, c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment, des passages à l'acte suicidaire, voire un changement d'orientation professionnelle parce que ça paraît, d'abord, la personne ne se sent pas au niveau pour continuer à exercer ou bien n'a plus envie d'être exposée à ce genre de situation. Il faut distinguer les symptômes immédiats, donc tout ce qui est état de stress aigu, des symptômes qui surviennent et qui durent à distance de l'événement, comme une symptomatologie post-traumatique, des épisodes dépressifs et de l'anxiété. Alors,
Euh, Ça, c'est un sujet qui est un petit peu plus compliqué à aborder, je trouve, même si tout à l'heure, je ne sais plus quel intervenant a dit que tout le monde ne faisait pas, je ne sais plus quel terme qui a été utilisé, mais voilà, il y a quand même des déterminants individuels dans la survenue. Tout le monde ne devient pas une seconde victime. Je crois qu'il faut oser le dire. Je trouve qu'aujourd'hui, sur cette question de la souffrance des professionnels de santé au sens large, euh, on ne le parle pas assez. On va beaucoup parler de la question de l'exposition professionnelle. Alors certes, elle est là, hein. Mais je crois aussi que la question des déterminants individuels est importante. Ça ne vient pas du tout nier l'importance des déterminants professionnels, mais il faut quand même entendre qu'il y a ceci. Je citerai juste une étude qui avait été faite par Légeron et le professeur Ollier en 2016 sur le burn-out, parce qu'on se retrouve avec la même difficulté, où ils chiffraient à peu près à 50% et 50% le rôle de l'un et de l'autre. Alors, moi, je dis souvent à mes patients que moi, de mon point de vue à moi, de ma place à moi, je ne peux pas agir sur l'organisation du travail. Donc, on va essayer de travailler avec eux sur ce qui est plus de leur déterminant individuel. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve quand même comme vulnérabilité la question de la représentation du métier. On retrouve dans notre patientèle beaucoup de personnes qui ont ce qu'on va appeler des idéaux exigeants, une grande exigence par rapport à eux-mêmes et souvent un investissement émotionnel fort. Il y a une étude de 95 qui retrouve une corrélation positive entre l'investissement du professionnel dans la relation et l'intensité de la réaction de perte. La question aussi donc, qui est importante, c'est est-ce que la personne est correctement entourée, que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel? Est-ce que la personne a déjà eu des épisodes antérieurs de ce type-là, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit dans sa vie professionnelle? Il y a la question de la vulnérabilité émotionnelle. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des déterminants biologiques, des déterminants psychologiques liés à notre parcours de vie, des déterminants contextuels. Voilà, il faut le prendre en compte. Et il semblerait, même si j'ai un peu de mal, voilà, il y a un impact différent en fonction du genre. Il semblerait que les femmes soient plus vulnérables pour devenir des secondes victimes. Donc, ça me paraît important de repérer les vulnérabilités lors de la survenue d'un tel événement pour pouvoir cibler la postvention de façon adéquate. Je veux bien la diapo suivante. Voilà, moi j'ai appelé ça la seconde victime, la souffrance invisible, parce que malheureusement, c'est très très peu parlé, ça reste encore très souvent caché. Euh, et même si c'est aujourd'hui un concept de plus en plus reconnu, je pense que ça ne l'est pas encore assez, qu'il faut beaucoup communiquer autour de ça. La communication est la première étape de la prévention. Après, je pense aussi qu'il faut que les institutions puissent développer des plans d'accompagnement. Euh, oui, les accidents et ou les erreurs, même si on travaille à ce qu'il y en ait de moins en moins souvent, seront toujours une éventualité dans l'exercice des professionnels de santé. Et il faut qu'on puisse mettre en place des choses, des accompagnements qui leur permettent de faire face et d'accueillir ça. Je veux bien la diapo suivante. Voilà, alors je vais essayer d'aller peut-être un petit peu plus vite. Au niveau de la prévention primaire, ben, il y a tout ce qui est, on l'a dit, prévention de ces événements. Je ne vais pas rentrer là-dessus, ça j'avoue que ce n'est pas mon métier. Mais surtout, les soignants doivent être préparés à ces éventualités. Il faut informer et former, et on l'a vu le plus précocement possible dans les études, quelles qu'elles soient, dans les filières, quelles qu'elles soient, parce que ce sont des choses qu'on rencontre très tôt dans notre parcours de soignant. J'insisterai également sur le rôle du fonctionnement et de la cohésion d'équipe. Il y a plusieurs études qui montrent le côté protecteur de la cohésion d'équipe et du soutien par les pairs. Je crois que ça, c'est aussi quelque chose à développer. Ce n'est pas simple parce que, comme pour tout ce qui entoure la question de la souffrance des professionnels de santé, il se met en place ce que je vais appeler des mesures, enfin des idéologies défensives de métier. C'est-à-dire que le soignant qui souffre et qui ose dire qu'il souffre, il vient un petit peu mettre en vulnérabilité l'ensemble de son équipe. Euh, il y a des systèmes de défense d'équipe qui font qu'on va rejeter cette personne. C'est un petit peu complexe à comprendre, mais je crois que ça, c'est quelque chose d'important à appréhender dans la prévention et dans l'accompagnement de ce genre d'événements.
Donc la prévention secondaire, la postmention, on vient d'en parler avec le docteur Lone, deux dimensions, l'individuel et le collectif. Euh, il faut que les établissements aient pu établir des accompagnements, des plans d'accompagnement pour prévenir la survenue de secondes victimes. L'accompagnement immédiat, donc par les pairs aussi, hein, je crois, je disais tout à l'heure, et on a vu qu'il y avait un chiffre dans l'enquête réalisée par Toulouse, comme quoi l'accompagnement immédiat par les pairs était souvent pas assez poussé, pas assez présent. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Le suivi médical et psychologique si nécessaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, je veux bien la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Il y a un risque quelque part de survenue de ce que je vais appeler la troisième victime. C'est-à-dire que le soignant, si on ne l'extrait pas, si on ne l'accompagne pas, si on ne l'aide pas, va avoir toute une série de manifestations qui risquent d'engendrer derrière la survenue de troisième victime. Alors, sur l'immédiat, ça paraît évident, c'est-à-dire qu'un soignant qui découvre un de ses patients pendu, voilà, effectivement, il faut l'extraire tout de suite parce qu'il n'est pas du tout à même de poursuivre son activité. Mais même après, sur du moyen terme ou du long terme, on va pouvoir observer donc la perte de confiance, qui va amener à des conduites, alors à moins de partage dans l'équipe déjà, parce que la personne ne se sent pas légitime. Donc déjà, ça va impacter le fonctionnement de l'équipe, à des conduites de réassurance. Qu'est-ce que c'est que les conduites de réassurance? Ben, ça peut être alors en psychiatrie de signer moins de permissions, voilà, d'être beaucoup plus vigilant et beaucoup plus centré sur la prévention du suicide. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais il ne faut pas non plus que ça aille dans l'excès. Dans d'autres spécialités, comme l'anesthésie-réanimation, on va avoir, par exemple, si quelqu'un a eu un souci, je vais dire, je vais citer l'exemple d'une péridurale, ben, c'est peut-être quelqu'un qui ne voudra plus faire de péridurale et qui fera des anesthésies générales alors qu'il aurait pu y avoir une indication de péridurale. Voilà, je caricature un petit peu, mais ces conduites de réassurance, elles peuvent prendre énormément de place dans la question du soin. Les troubles de la concentration, ça, je pense que c'est facile de voir comment ça peut impacter le travail du professionnel de santé. Et l'évitement expérientiel, ça me paraît important. Le soignant, seconde victime, va chercher de façon très non consciente, ou de façon plus ou moins consciente d'ailleurs, à éviter les situations qui peuvent lui réactiver des émotions. Voilà, donc je crois que c'est extrêmement important d'essayer d'accompagner ces personnes-là aux différentes étapes du processus de rétablissement. Voilà, je crois que j'ai fini. Je sais plus si j'ai mis une diapo. Voilà, et j'ai mis une jeune femme soignante qui souriait parce que je ne voulais pas rester sur une note aussi difficile que ce que je viens de vous montrer. Voilà. Merci beaucoup Magali pour oui, effectivement pour ce tableau un peu sombre, mais je pense que c'était important et on en avait discuté en amont de rappeler que voilà les secondes victimes en fait on en croise beaucoup dans nos structures. On les oublie beaucoup et en fait, bah, il est indispensable de les identifier pour éviter justement ces fameuses troisième victimes. Ouais. Je Euh, pense que ça a un coût individuel vraiment très très fort, mais ça a hmm, aussi un coût collectif. oui. Exactement. D'où l'importance après de pouvoir ensuite avoir des dispositifs d'accompagnement, comme par exemple effectivement faire appel à SPS, comme faire appel au 3114 potentiellement, faire appel effectivement aux plateformes Espoir, elles sont ou d'autres, hein, parce qu'effectivement on peut avoir des dispositifs, ne serait-ce que par les assurances maintenant de plus en plus, hein, les assurances d'établissement de plus en plus proposent effectivement l'intervention de psychologues ou d'infirmiers spécialisés, voire de psychiatres quand il y a besoin. Ça, c'est effectivement un point important. Dans l'étude, effectivement, donc, Paul, dont tu citais aussi, il y avait aussi un chiffre qui m'avait interpellé. C'était que 74%, je suis de mémoire, hein, je cite de mémoire, c'est peut-être 70%, mais c'était dans ces proportions-là, des professionnels préféreraient que l'intervention soit faite par un pair plutôt que par un psychologue ou un infirmier extérieur. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que effectivement, l'Oncopole de Toulouse a commencé à former des pairs, donc des professionnels de l'établissement
au soutien psychologique leur père. Alors, ça en fait pas des psychologues, mais le premier contact, la réassurance, elle se fait d'abord par les collègues. C'est ce fameux collectif dont tu parlais tout à l'heure. Oui, oui, je crois que ça, c'est effectivement extrêmement important parce que c'est une forme de reconnaissance. Bon, alors après, il faut que le père soit formé à ça, mais je crois que c'est important parce que la peur de la stigmatisation est là très forte, donc ça vient contrebalancer ce côté-là. Hmm. On reprendra quelques minutes tout à l'heure. Je vais laisser la place aussi à Véronique Bly, parce que c'est vrai que c'est important aussi d'analyser tous les actes suicidaires. D'abord parce que, on l'a vu, il y a un certain nombre, il y a des risques de réitération. Ça serait dommage qu'effectivement on n'ait pas appris d'un acte suicidaire lorsque il s'agit d'une tentative de suicide pour éviter qu'elle se reproduise dans quelques jours plus tard, mais aussi parce que bah, dans ce mécanisme de digestion de cet événement, comprendre comment ça s'est passé pour justement améliorer nos pratiques, c'est indispensable. Véronique Bly, elle est vraiment maintenant devenue une spécialiste de ces analyses-là, donc je la laisse parler sur ce sujet. Merci Xavier. Bonjour à tous, merci pour votre présence, puis merci effectivement à Calva de m'avoir invité. Donc moi je suis directrice effectivement d'un établissement de santé mentale, Camille Belle-Allée, dans le Loiret, et j'ai à peu près 20 ans d'expérience sur la santé mentale, pour faire simple, une dizaine d'années en qualité et une dizaine d'années en direction. Évidemment, c'est le cœur pour nous, c'est notre premier risque, le suicide dans un établissement de santé mentale, donc c'est effectivement un dossier qu'on ne perd jamais de vue. Pour le groupe Ramsay, je suis depuis 3 ans effectivement dans la prévention du risque suicidaire, et à ce titre, j'accompagne tous les établissements qui ont eu un suicide pour faire l'analyse de ce suicide. C'est plus facile parce qu'effectivement, je n'ai pas l'émotion du patient puisque je ne le connais pas. Donc pour les équipes, c'est plutôt en principe apprécié d'avoir un regard externe qui effectivement permet de poser les questions, un peu du candide de service, puisque dans une analyse, c'est toujours bien d'avoir un candide qui, évidemment, ne connaît pas les procédures. Si on peut passer à la diapo suivante. Donc, pour Ramsay Santé, ça fait partie des Never Even, donc des événements qui ne devraient donc jamais arriver. On a donc une pratique de signalement de tous ces événements, qui soient soit tentative de suicide ou suicide, dans un logiciel que je récupère moi pour voir effectivement un peu dans toutes nos structures ce qui se passe. Les premiers constats, je pense que vous les connaissez déjà, surtout arrivé au 4e jour de webinaire, c'est qu'effectivement le premier mode opératoire chez nous, ce sont les pendaisons. Ensuite, on va avoir les chutes d'une hauteur et les IMV dans tout ce qui est effectivement établissement de santé. La survenance, c'est plutôt la nuit, alors on va dire début de nuit, 18h jusqu'à 7h le lendemain matin. Week-end et jours fériés ne sont pas significatifs, contrairement à ce qu'on pouvait au démarrage imaginer, peu importe finalement le jour de la semaine. Il est qualifié que 61% de ces événements auraient pu être évités. L'idée, c'est comment. Le constat premier, c'était que sur les tentatives de suicide, on ne les analysait pas vraiment, moins de 5%. Et que du coup, l'utilisation, quand c'était de toute façon fait de la grille d'analyse, était quelque peu disparate, et donc pas tout à fait analysable en l'état, d'où mon intervention ensuite pour avoir une grille un peu plus commune. Du coup, on a beaucoup travaillé, mais ça, je pense que vous avez déjà vu ces diapos-là sur les 795 cas de suicide ou tentative de suicide retenus dans l'analyse faite par la Haute Autorité de Santé, avec évidemment, c'est que du déclaratif, hein, donc on sait qu'on n'a pas l'intégralité des éléments, que c'est effectivement des déclarations intervenues souvent en structure, quelle qu'elle soit, rarement en ambulatoire, on le sait aussi, même nos hôpitaux de jour, c'est difficile de déclarer, c'est compliqué, qu'il y a de l'ajustation, évidemment de l'ajustement de différentes variables, puisque oui, c'est évitable, c'est complexe, suivant l'activité, le lieu, le diagnostic, qu'il y a eu une analyse qualitative qui a été menée, et ce qui est intéressant, c'est la slide d'après, sur effectivement les différents facteurs. Parce que quoi qu'il arrive, c'est ce qui quand même ressort de les différentes analyses, alors qu'elles soient sur l'HAS ou qu'elles soient dans nos établissements, c'est quand même ce qu'on va retrouver. Et à minima, ces éléments-là, elles doivent nous servir de base pour améliorer nos pratiques, parce que si on travaille sur chacun de ces facteurs, on va réduire évidemment mécaniquement le risque de tentative de suicide. Donc, le premier, évidemment, c'est le patient. Donc là, c'est toute la partie de prise en charge et d'analyse du patient, de comment il est pris en charge, de toute sa
complexité et sa globalité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de prise en charge globale. On ne peut pas se contenter de la prise en charge seulement si on est en établissement de santé mentale, parce qu'on sait que l'isolement social, le contexte somatique, un patient qui est en perte d'autonomie, des événements externes, divorce, etc., vont aussi accentuer le risque de passage à l'acte. Les soignants, on va être surtout sur la formation, à l'évaluation du risque. Et puis, malheureusement, quand ça arrive, et ça on vient de le voir largement avant, c'est le soutien des professionnels aux secondes victimes pour qu'effectivement, il n'y ait pas l'effet boule de neige non plus pour eux. Les facteurs de l'équipe, comment on partage l'évaluation, comment on partage les informations globalement de la prise en charge autour de ce patient. Les facteurs liés aux tâches à accomplir, donc comment c'est organisé, les protocoles, est-ce que tout le monde a accès à tout, comment on s'assure que tous nos professionnels maîtrisent les conduites à tenir en cas d'évaluation d'un risque suicidaire élevé, suivant qui l'a fait. C'est-à-dire qu'on a tous passé, les établissements les uns après les autres, les certifications, donc les protocoles, globalement, ils sont censés exister. De là à savoir qu'ils sont connus, appliqués, c'est peut-être ça qu'il faut un peu interroger, au regard aussi du turnover de nos professionnels. Les surcharges de travail, est-ce que lorsque c'est survenu à ce moment-là ou pas? C'est vraiment des éléments qu'il faut effectivement analyser à chaque fois. Les défauts de surveillance malgré le risque, encore faut-il avoir identifié le risque, c'est toujours un peu l'œuf et la poule sur ce coup-là. Les facteurs liés à l'environnement de travail, la sécurité du bâtiment, on y reviendra après, le mobilier dangereux, les conduites, nos décisions, peut-être même médicales, de dire qu'est-ce qu'on fait des objets personnels du patient dits dangereux, bénéfice-risque, on retire pas, on retire pour tout le séjour. Toutes ces questions, on doit régulièrement se réinterroger pour adapter nos pratiques et toujours avec le bénéfice-risque pour le patient en question. Ça ne peut pas forcément être applicable à tous les patients. Les facteurs liés à l'organisation et au management, donc le pénurie personnelle, le turnover. On sait que post-Covid, on a tous pris des turnovers beaucoup plus importants qu'on avait avant. Et derrière, comment on accompagne ces nouveaux professionnels, les difficultés sur la psychiatrie et que dans le parcours universitaire, toujours sur les éléments psy le plus souvent abordés, on va dire. Donc, comment nous, établissements de santé mentale, on peut aussi accompagner nos professionnels pour qu'ils ne se sentent pas démunis dans les premiers mois de prise de poste. Donc, organiser la prévention également, comment on les accompagne tout au long du parcours. Avant, tant qu'à faire, qu'il y ait un événement dramatique qui survienne pour nos patients. Et puis, les facteurs liés au contexte institutionnel, c'est un peu, ça reprend forcément, si on a déjà agi sur toutes les autres, c'est qu'on a aussi augmenté notre culture du risque, nos politiques de prévention et justement ce qu'on disait tout à l'heure, de dire, quand on travaille dessus, il n'y a pas de faute, on ne cherche pas quelqu'un qui a mal fait, c'est pas ça, c'est toujours collectif quand ça arrive, parce qu'il y a eu différents facteurs qui ont entraîné malheureusement l'acte suicidaire. On peut passer à la diapo d'après. Donc, quand j'ai interrogé un peu les équipes en disant OK, les suicides sont toujours analysés, de toute façon, les ARS ne nous lâchent pas sur le sujet, donc ça, il n'y a pas de doute. Par contre, nos tentatives de suicide, c'est environ 5%. Donc, j'ai commencé à poser des questions en disant mais pourquoi on n'analyse pas nos tentatives de suicide? Parce que émotionnellement, c'est quand même plus facile. Le patient, à la fin, il a encore envie, donc c'est quand même plus facile de le faire. Et tout de suite, ça a été dans les équipes plutôt « Ah oui, mais la grille, c'est long, c'est compliqué, c'est pénible, et puis de toute façon, le patient va bien, et donc on a bien géré. » Oui, on peut le voir comme ça. Du coup, j'ai enlevé le premier frein, c'est qu'on a retravaillé sur une grille, parce que c'est vrai, les grilles d'analyse, quelles qu'elles soient, celles qu'on utilise habituellement sur les événements indésirables graves, sont quand même fastidieuses, et je conçois que les équipes n'ont pas forcément le temps de remplir, le sentiment que c'est du pur administratif et que c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai retravaillé un peu une grille en 6 points, là, vous voyez là, avec des questions, ouais, oui, non, quoi, c'est assez facile, un peu à tiroir, ce que j'appelle, est-ce qu'on a fait une évaluation, oui, non, par qui, avec quelle grille, enfin voilà, ce genre de questions qui permettent de relire le dossier sur 6 points, recueil d'infos générales, l'évaluation du risque suicidaire à la mission, qui l'a fait, comment on l'a partagé, tous ces éléments-là. Recherche ensuite des éléments contextuels chez le patient pendant le séjour, puisque suivant la durée du séjour, lorsque l'acte va intervenir, qu'est-ce qui s'est passé les jours ou semaines qui ont précédé le passage à l'acte.
l'évaluation donc, du risque suicidaire durant le séjour. Est-ce qu'on a réactualisé l'évaluation faite en début de séjour au regard des éléments contextuels? Si le passage a lieu dans l'établissement, alors on va étudier comment les équipements, la surveillance à ce moment-là. Donc ça revient avec les facteurs qu'on a vus précédemment. Et puis ensuite, suivi et prise en charge pluridisciplinaire au cours du séjour. Est-ce qu'on a partagé finalement l'information? L'idée, c'est que quand on sait que, comme on l'a vu tout à l'heure, une tentative de suicide, c'est potentiellement une répétition générale, autant un suicide, on l'analyse souvent dans les 3 mois qui suivent, parce qu'il y a l'émotion, parce qu'il ne faut pas forcément tout faire à chaud. Sur une tentative de suicide, c'est immédiatement qu'on doit effectivement l'analyser, au risque d'avoir une répétition générale dans les jours ou semaines qui suivent. En conclusion, ça je vais rattraper le temps perdu pour que vous ayez le temps de poser vos questions. Sur la prévention du risque suicidaire, finalement, on est tous concernés. Dans un établissement de santé, quel qu'il soit, de santé mentale ou autre, c'est l'intégralité des acteurs. Plus on analyse nos pratiques, meilleures seront nos prises en charge. Ça, c'est une évidence. Pour mieux prévenir les gestes suicidaires, il faut passer par l'analyse systématique des actes suicidaires. On est tous acteurs parce que quel que soit notre métier, dans une structure, on peut aider au repérage, à l'évaluation des besoins du patient et à son accompagnement. Un patient ne va pas dire la même chose aux différents professionnels. Vous le savez tous, il ne parlera pas de la même façon à son psychiatre, au psychologue, qu'à l'infirmière, qu'à la SH, qu'à l'administratif, à l'accueil. Et c'est ça l'important, c'est ce regard croisé de nous tous sur la prise en charge du patient. Et pour ça, il faut qu'on le partage, parce que si chacun dans son coin reçoit une info mais ne la donne pas à l'ensemble, on perd finalement le croisement des données et les moments qui vont être notre vigilance, de dire « Ah, là, il a dit ci, il a fait ça, il faut qu'on s'interroge, il faut qu'on s'inquiète. » C'est vraiment un élément qu'on retrouve très souvent, un manque de traçabilité de l'évaluation du risque, mais également du partage de l'information. C'est-à-dire que voilà, on va avoir quelques notes dans une ou deux observations où on parle d'un patient qui va moins bien, qui commence à dire qu'est-ce que je fais ici, mais ici sur Terre, qu'est-ce que, voilà, finalement, rien ne me retient. Et puis on fait rien parce que c'est une phrase parmi d'autres. Et ben non, c'est pas une phrase parmi d'autres. Et on se dit, bon, on l'a écrit dans le dossier, donc les autres vont le lire. Oui, alors, ok, il ne faut pas que l'observation ait date de 6 transmissions avant la vôtre. Donc c'est vraiment un élément sur lequel on doit s'attarder. Et finalement, quand on fait les analyses, notamment TS, c'est aussi une analyse de dossier. Ça permet de ramener un peu aussi de complétude du dossier en disant, bah, tiens, ça, tu es en train de me dire ça, mais si ça avait été écrit, je pense qu'on aurait réagi différemment. Combattre les idées reçues, on entend quand même un peu trop le patient il est déterminé, donc de toute façon, il passera à l'acte et on n'y peut rien. Alors, c'est le on n'y peut rien qui est un peu gênant. Si, peut-être qu'on peut quelque chose, parce que on l'a vu, dans 61% des cas, on aurait pu l'éviter. Parler du suicide à un patient lui donnera des idées de passage à l'acte. Non, non plus. Ça, voilà, comme parler des directives anticipées ou de la mort, ne font pas mourir les gens à partir du moment où, effectivement, au contraire, les patients qui ont envie, ils ont besoin à un moment donné qu'on aille les chercher, qu'on aille leur poser. J'entends souvent, oui, mais le patient, il parlait peu. Oui, bah, peut-être qu'on n'a pas été, nous, lui tirer les verres du nez, si vous me permettez l'expression, pour qu'effectivement on puisse parler du suicide et puis qu'il puisse se sentir effectivement libre de nous en parler également. Alors il y a effectivement la sécurisation de l'environnement, on l'a vu un peu tout à l'heure, mais j'aime écrire le sans le bunkériser, c'est-à-dire que on ne va pas faire des établissements, quels qu'ils soient, santé mentale ou autre, des bunkers, ça ne sert à rien. C'est notre prise à charge à un moment donné qui va être bonne. Alors oui, il ne faut pas mettre tout à disposition. Oui, il faut savoir retirer ce qui est à risque lorsqu'on a fait cette évaluation et qu'on a déterminé que là, on avait peut-être sur tel ou tel patient un passage à l'acte imminent. Et puis, il va prendre les décisions qui vont avec. Donc, limiter l'accès aux moyens qui permettraient le passage à l'acte. Pour le coup, c'est du bénéfice-risque à évaluer systématiquement en fonction du patient et de ce qu'il peut dire. Et puis, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, former les professionnels dès leur arrivée dans nos structures et tout au long de leur carrière, parce qu'on voit qu'effectivement, petit à petit, on s'habitue sur des pratiques et que c'est bien aussi de les reformer. Ils sont même demandeurs, quand même souvent, de dire « Oui, moi aussi, je peux venir à la formation des nouveaux, parce que même si ça fait 5 ans que je suis là, ça fait pas de mal d'avoir des piqûres de rappel. » Et c'est vraiment important, ces analyses, elles permettent de se poser à un moment donné dans nos rythmes effrénés où chacun, effectivement, part à beaucoup, beaucoup de travail, on le sait, mais c'est vraiment une opportunité de se poser lorsqu'il y a une analyse à faire, et justement sur une tentative de suicide, parce que c'est quand même plus facile que sur un suicide à faire.
Et c'est vraiment porteur derrière d'enseignement. On sent à chaque fois qu'on fait ces analyses que derrière, il y a ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait ça, alors je sais que j'aurais dû, et ok, on s'en est bien sorti, ça, super, mais c'est bien quand même de se reposer la question régulièrement. Vraiment, mieux prévenir les gestes suicidaires, ça passe par l'analyse. Merci à tous, on va pouvoir poser des questions. Ouais. Merci infiniment. Bien sûr, on vous mettra à disposition une grille de questionnement parce que c'est toujours très difficile de se remettre en question On va passer aux questions. après un acte suicidaire. Oui, j'ai l'impression que j'avais coupé mon micro. Et, euh, et, euh, et donc, c'est difficile de se poser les questions. C'est vrai que quand les questions sont un peu écrites, bah, c'est plus facile déjà de se poser les questions. On sait que les questions ne sont pas dirigées vers quelqu'un parce qu'il y a ce fort sentiment de culpabilité, donc il est indispensable. Il y avait pas mal de questions. Alors, il y en a auxquelles vous avez répondu au fur et à mesure, puisqu'il y avait effectivement la demande d'un exemple de carte postale pour vigilance. À partir de quel âge? Ah oui, alors il y avait des questions concernant les patients mineurs. Est-ce que les patients mineurs sont aussi pris en charge par vigilance? Est-ce que vous prenez en charge des patients mineurs? À partir de quel âge, en fait, on peut être inscrit à vigilance? On n'a aucune limite d'âge, du coup, je l'avais souligné. On n'a pas tout comme le 31-14, il n'y a pas de limite d'âge. Du coup, le plus jeune de nos patients avait 8 ans. D'accord, très bien. Pas très bien, non, pas très bien, mais merci en tout cas effectivement de ne pas avoir mis de limite d'âge. Euh, le, euh, il y avait effectivement, on nous demandait s'il y avait une vigilance dans l'heure. Oui, il y a des vigilances partout, 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 tout comme il y a des 31-14 partout. Effectivement, il y a deux centres. Il a fallu qu'on fasse des choix parce qu'on ne pouvait pas inviter les deux centres à chaque fois. Et donc, on a fait un ex-Haute-Normandie, un et l'autre ex-Basse-Normandie. Mais vous me confirmez que vous travaillez bien tous, toujours ensemble, Oui. effectivement, sur le sujet. Ouais. Et je crois même que vous avez même... Bah oui, Et vous du coup, l'avez il y avait dit, une question sur nos cartes ressources. Il y avait une Oui, petite question sur nos cartes ressources. Il y a juste un détail, en fait. Il y a des conventions qui doivent être signées entre les établissements parce qu'on partage des données de patients. Donc, à partir du moment où il y a des conventions qui sont signées, nos cartes sont mises à disposition. Et nous, on a du coup un système où on envoie des cartes systématiquement à tous les centres prescripteurs. Mais dans tous les d'accord. cas, mes coordonnées et les coordonnées de l'équipe seront disponibles et vous pouvez vous mettre en contact avec nous, il n'y a aucun souci. Ouais. Tout comme pour Rouen. Je réponds aussi pour Vigilance Rouen. Il y avait effectivement une question sur le fait que voilà les interventions, est-ce que vous êtes voilà on pourrait envisager une intervention dans les structures médico-sociales aussi. Alors ça, je sais aussi parce que c'est une question qui nous a été souvent posée. Est-ce que on peut vous inviter à venir dans une structure? Alors je sais que votre temps est compté, donc vous allez me répondre oui, mais quand même parce que effectivement, vu le nombre de structures, si on commence à vous demander de venir dans chacune des structures vous allez devoir prendre un bâton de pèlerin. On pourra peut-être imaginer ensemble d'avoir plutôt déjà de proposer en fait peut-être un webinaire ou une captation pour que on puisse déjà avoir une présentation plus détaillée de ce que vous faites, des conditions d'intervention pour que il y ait un support déjà pour les structures parce que sinon vous risquez enfin, je vous préserve, je sais que votre temps est compté et que vos ressources aussi sont limitées. Dans tous les cas, du coup, nous, ce que j'avais pas dit, parce que c'était pas forcément utile, on a une équipe de coordination qui se déplace aussi vers tous les centres prescripteurs. Donc parfois c'est par visio, parfois c'est un déplacement, parfois c'est en format webinaire, mais on arrive toujours à s'arranger. Le but principal, c'est qu'il n'y ait pas de perdu de vue. Donc, si notre déplacement va permettre à ce qu'il y ait un patient qui ne soit pas perdu de vue, eh ben, on se déplace. Merci beaucoup de votre disponibilité, justement. Je pense que c'est indispensable que les établissements aient bien ça en tête, que effectivement, voilà, ils sont pas tout seuls, notamment les structures médico-sociales, c'est difficile, on le sait. C'est plus difficile parce que bah, pas forcément aguerri, mais par contre tout aussi impacté, si ce n'est probablement plus impacté encore. On l'a vu avec la brillante explication des docteurs Lone et Brianne, justement, sur les deux qui étaient complémentaires. Merci infiniment d'ailleurs sur ces présentations. Après, si je peux me permettre, Oui, Monsieur Richaud, avec Shiraz,
On fait souvent des présentations. On a fait ça dans la Manche, par exemple, où effectivement plusieurs cadres ou plusieurs personnes de différents établissements viennent. Et on fait une présentation conjointe puisque les dispositifs sont différents et en même temps on travaille beaucoup ensemble. Donc, si à un moment vous souhaitiez, je parle un peu au nom de Shiraz, mais c'est faisable ça. Mais tu sais, Marie-Noël, depuis longtemps, tu as le droit. Je laisse les private jokes entre vous. Merci, merci infiniment. Je vois que l'heure passe. Est-ce que vous avez, voilà, n'hésitez pas à poser des questions hein, dans le chat. Vous avez vu qu'effectivement, on essaie de les reprendre tous. Léna, je ne pense pas en avoir oublié. Après, il y avait des questions Pas de sur questions ouais, aujourd'hui. Même sur le formulaire d'inscription, sur les intervenants qui sont là aujourd'hui, je pense que les questions sont pas forcément, enfin, on les concerne pas forcément. Donc, on verra si nous, on refait un petit fort aux questions derrière. Je pense qu'on a répondu à peu près tout Ah ce oui, il y qu'il avait faut. une question oui, qui revient d'ailleurs. Est-ce que Ah oui, sur, Vigilance utilise l'application Opmalist? j'en profite pour Donc, vous remettre le je lien vais d'ailleurs. répondre pour ma partie et Edouard va du coup compléter aussi un peu. Je sais il était question d'essayer de l'adapter. Donc, nous, sur Vigilance Pontorson, on participe à une étude qui est encore en cours, qui s'appelle Protect. Et le but, du coup, c'est d'essayer de voir, déjà de valider le plan de protection, qui est un exemple écrit de ce que peut proposer Opmalist à du coup une population de patients après une crise suicidaire. Donc, on fait partie déjà du coup de ce premier groupe pour la validation. Et dans un second temps, le but, ça va être de réfléchir comment adapter cette version du coup papier à nos pratiques actuelles, autant que vigilanceurs et que écoutants répondants. Et il a été demandé justement aussi à Opmalis de réfléchir conjointement sur comment on pourrait, c'est certainement on la suggère. Là, je pense que la réponse c'est oui. On la suggère, oui, mais on l'utilise pas comme un soignant qui rencontre un patient et qui lui montre toutes les formalités et toutes les options de l'application. Hmm. Mais la question est ouverte, on travaille dessus, surtout pour les jeunes, pour ne pas dire les mineurs. La question est ouverte et on réfléchit de quelle manière on peut l'intégrer sans que ça soit lourd et que ça prenne aussi beaucoup plus de temps que notre mission principale. Oui. Mais dans tous les cas, on est preneur de tous les outils qui peuvent aider pour la prévention. Edouard Lode, vous voulez ajouter quelque chose Non, non, pas de point à ajouter. Tout a été dit par le docteur Cavert. Effectivement, c'est l'étude Protect est portée par mon équipe et par un collègue qui est juste dans le bureau à côté, Benoît Chalampon, qui est infirmier de recherche clinique et qui développe effectivement le plan de protection, hein. On a publié il y a quelques jours la validation, la traduction française du plan de protection. Donc, on a aujourd'hui un outil validé voilà, qui permet d'utiliser le plan de protection au quotidien. La question, ça va être maintenant de le mettre en place dans les pratiques. Et donc, avec Protect, on essaie de voir notamment comment c'est faisable ou pas aux urgences. Et c'est vrai que l'avantage de Opmalis, c'est de permettre avec le numérique une utilisation beaucoup plus souple. Donc voilà, on voit qu'ils sont en train de se développer énormément d'outils en prévention du suicide et c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'on est en train de diversifier nos possibilités, que le numérique nous offre aussi de nouvelles opportunités. Donc c'est excellent. Donc effectivement, il n'y a pas d'utilisation systématique de Malice dans Vigilance. Ça fait pas partie de l'algorithme, mais c'est un outil parmi d'autres. Et donc, comme tous les outils, ils ont vocation à être utilisés en synergie. Donc on est vraiment dans cette idée-là. Ouais, c'est ça. Je vous remercie effectivement de rappeler que il y a pas un outil, il y a des outils, il y a un panel, il y a un arsenal, et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'en fonction aussi de la typologie des patients ou des résidents, de la façon dont on est organisé, on peut aussi adapter un petit peu les choses, hein. Il y a pas de vérité vraie. Vous avez vu d'ailleurs que pendant la semaine, voilà, on avait certains qui étaient plutôt très sécurisation de l'environnement, d'autres qui étaient un peu plus sur l'évaluation. J'ai essayé de vous montrer au début de la semaine que c'était plusieurs piliers et qu'il faut s'appuyer sur les plusieurs piliers, que c'est la complémentarité de toutes ces mesures qui font qu'on arrive se protéger, hein. Rappelez-vous, hein, la tour Eiffel que je présentais, c'est quatre piliers et c'est les quatre piliers qu'il faut construire en même temps. Et pas, et si on commence à avoir un pilier qui est un peu moins ou qui est trop développé par rapport aux autres, on déséquilibre l'édifice, hein. La tour Eiffel ne tiendrait pas debout et puis la tour Eiffel tiendrait sur trois pieds à condition qu'il n'y ait pas de vent. Or, le suicide, c'est quand même une source de vent assez importante et donc on ferait écrouler l'édifice rapidement.
Donc, l'idée, c'est vraiment de multiplier les outils. On en a parlé hier aussi, hein, on vous avait présenté aussi d'autres manières d'adapter aussi les plans de prévention et les plans de protection. Ce qui est indispensable, c'est effectivement d'avoir l'outil qui est le plus adapté. N'hésitez pas aussi à prendre contact avec des équipes de santé mentale pour justement vous accompagner sur la construction. Nous, on essaiera de vous mettre le plus possible de documents dans une boîte à outils dès la semaine prochaine. Je crois qu'on arrive à la fin effectivement de notre semaine. On aimerait, nous, ne pas l'arrêter parce que ça nous a beaucoup occupé. On va sentir un grand vide. Je voulais remercier tous les intervenants d'aujourd'hui, tous les intervenants aussi de la semaine pour le temps passé, pour la qualité de vos présentations. Je voulais remercier aussi particulièrement Léna Marteau parce que sans cette semaine, sans elle, cette semaine n'aurait pas existé. J'ai lancé ça un jour, l'idée de cette semaine, mais Léna l'a saisi au bon et c'est elle qui a été vraiment la personne qui a rendu ça possible et je tenais à la remercier infiniment. Ça. Merci beaucoup. Je sais qu'elle ne dira rien et qu'elle rougira dans son coin, mais c'est important de la remercier. Merci à tous, vous étiez encore nombreux. Et pour faire plaisir au Dr Lone, vous avez été jusqu'à 135 connexions aujourd'hui. Donc ça, c'est parfait. Donc retenez bien ce nombre de 135. Merci à tous. Et puis, bah, écoutez, à bientôt en podcast. Sinon, au revoir et bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Bonne Merci à vous. semaine. Au revoir. Merci.